Retour sur le plateau Equidan Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Serge Aimé Bikoy, Marcel Olivier Ndi, Denis Emilien Tangana et Florence Dikoumé. Florence Dikoumé, on constate que le défilé est de retour après une absence notée en 2021. Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui aura véritablement changé? Il n'y a pas de polémique là-dessus. Il n'y avait pas de problème dehors de la pandémie à Covid-19 qui a menacé la planète tout entière, où le confinement était de règle et de mise. Bon, maintenant qu'on a réalisé qu'on a certainement maîtrisé déjà la maladie, bon, il fallait laisser les enfants vaquer à leur défilé sans souci et pouvoir, n'est-ce pas, se livrer à leur parade habituelle pour leur contentement et pour celui de nos yeux. Ok. Donc on aura le 20 mai? Bien évidemment. Si les choses vont comme telles, le 20 mai. Le 8 mars? Oui, j'ai vu, le 8 mars, il est annoncé. Il y a déjà les préparatifs du 8 mars, sous plusieurs prismes d'ailleurs. Voilà. Les femmes préparent les choses les meilleures. Le défilé de retour, on aura le 20 mai. Denis Emilien. Bon, moi je crois que le président étant fatigué, vous savez, il doit venir assister et être debout quand les hommes en tenue passent. Oui, à donc, pied. Oui, je ne sais pas s'il a encore vraiment cette capacité, mais je pense que le Covid étant encore là, le 20 mai pourrait ne pas se dérouler. Je crois vraiment. C'est pour le bien du président de la République, parce que moi je veux son bien. Ok. Ça, j'aime Bitcoin. Retour des défilés sur l'ensemble du territoire national, c'est une bonne chose. Comme m'a dit Florent Dikoumé, les enfants, ils aiment bien. Hein? Ils adorent ce jour. Oui, ça présente justement un ensemble de formes de réjouissance des enfants qui se décident justement à pouvoir participer à cette communion. Dans les reportages qui ont été réalisés justement depuis cette mi-journée, les enfants expriment justement leur fierté, leur réjouissance d'avoir participé à ce défilé. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui leur manquait par rapport à la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Et ça, c'est à ce niveau-là. Et ça permet également aujourd'hui de constater qu'il y a matière à réflexion par rapport à la lutte contre le Covid-19. Est-ce que aujourd'hui, il y a totalement? C'est la question que l'on se pose. Parce que lorsqu'on fait la comparaison entre les différents autres lieux publics qui sont bourrés de marées humaines, vous avez l'impression que la lutte contre le Covid n'est pas fondamentalement une réalité. Faites le tour dans les marchés, faites le tour dans les bars dancing, faites le tour dans les salles de football entre autres. Vous constaterez que c'est cette marée humaine qui existe depuis des années. Et alors là, c'est vrai qu'on aura beau surfer sur la théorie consistant davantage à lutter contre le Covid-19, mais dans les faits, en réalité, il y a ces réticences qui sont toujours observées par rapport au respect strict ou au respect scrupuleux des mesures barrières. Parce que le citoyen lambda, lorsque vous allez au marché, il va te dire concrètement que le Covid là c'est pour vous. Donc lorsque vous voyez ce schéma mental, vous avez l'impression que oui, le combat est certes en amont, mais en aval, il n'y a pas cette accréditation de la conscience collective par rapport à la lutte contre le Covid-19. Bon, de toutes les façons, on ose croire véritablement qu'il y aura toujours cette mobilisation massive d'un ensemble de catégories sociales, de manière qu'elles puissent continuer à lutter contre le Covid-19 en dépit de ces formes de réticence que l'on peut davantage noter au sein du bas peuple camerounais. Voilà, il y a quand même, on va rester sur certaines images, avec vous, Marcel Olivier Ndi, du 16 janvier 2021 au 7 février 2021, le Cameroun abritait le 6e CHAN et on n'a pas eu le défilé avec les spectateurs, bien évidemment, même comme c'était limité, on n'a pas eu le défilé. Aujourd'hui, on a la CAN avec les mesures que l'on sait et le défilé, il est là. Est-ce qu'avec les mesures édictées le 17 mars, je crois, par le Premier ministre 2020, on n'a pas levé ces mesures? Bon, il faut savoir que le gouvernement camerounais... Surtout un rassemblement de plus de 50 personnes. Oui, le gouvernement camerounais a toujours fonctionné dans une sorte d'embuscade. On sait comment ça commence, mais jamais on ne vous dit à quel moment
ça s'arrête. Oui. On s'est surpris. Bon, c'est une bonne surprise pour nous au MPCN parce que ça nous a permis de jauger notre popularité au niveau de notre bastion à Njombe-Penja. Il faut dire quand même, je le dis en passant, que MPCN a défilé aujourd'hui. Le MPCN a défilé aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a eu une prise en main maîtrisée du nouveau président national, Maître Manfo, par ailleurs maire de Njombe-Penja. Donc, je voulais dire que quand le gouvernement nous avait annoncé les mesures barrières, il y a eu un point de départ. Mais nous avons simplement, on se serait attendu à ce que peut-être le Premier ministre nous dise que bon, cette fois-ci, on peut relaxer les mesures qui étaient drastiques et que bon, désormais on peut défiler. Nous avons seulement constaté que le gouvernement a dit bon, il y aura le défilé et ça a été une innovation parce que on a, plutôt que de centraliser tout au niveau de l'avenue du boulevard du 20 mai, on a dispatché ça dans les différentes communes. Donc, c'est une bonne chose parce que ça manquait beaucoup aux enfants. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de parcs d'attractions ici, accessibles au Cameroun, aux familles moyennes. Donc, les enfants, le défilé du 11 février est souvent le moment pour les enfants de se divertir, le moment pour les parents de laisser leurs enfants s'amuser un peu. C'est une bonne chose. Nous, comme je vous ai dit, ça nous a profité au MPCN de jauger notre popularité sur le terrain. Donc, nous, on ne peut que se réjouir. Voilà, je reviens à vous, Florent Dikoumen. Vous êtes convaincu que le 20 mai aura lieu, c'est-à-dire la parade nationale. Est-ce qu'on pourrait revenir, entre autres événements qui ont disparu, comme ça, entre guillemets, depuis Covid, il y a eu la présentation des vœux au chef de l'État, au Code diplomatique. J'ai parlé au conditionnel lorsque j'ai dit que le 20 mai pouvait se tenir ainsi que le 8 mars. J'ai dit on va apprécier la situation. Oui. Si jamais l'auto de contamination ne monte pas, l'auto de létalité n'est pas celui d'antan, je crois qu'il n'y a pas de raison que le défilé n'ait pas lieu et que les anciennes habitudes ne reviennent aucunement. Voilà. Vous gardez donc la parole, Florent Dikoumen, sur ce programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Oui, j'y crois. Déjà, il fallait souligner, parce qu'il y a quelqu'un qui disait que la diaspora était d'un apport énorme au pays. Non, je dois lui dire que nous avons eu les diasporas les plus atones sur le continent. Lorsqu'en termes économiques, nous voyons leur apport, nous nous limitons à 2,2%, c'est-à-dire que sur l'économie nationale. Alors, lorsque le président lance, n'est-ce pas, l'appel d'aide à ses frères et fils de la diaspora, c'est certainement parce qu'il a réalisé qu'il y a une certaine paupérisation. Donc, ils finissent des études, ils vivent, c'est pas facile. Et il y en a qui terminent très bien, mais qui ont des projets. Nous assistons ici à la fuite des cerveaux. Donc, on a besoin de tout le monde pour bâtir le Cameroun nouveau, surtout que nous avons aujourd'hui une nouvelle carte politique, celle de la décentralisation, où on a besoin de beaucoup de projets porteurs. Parce que là, dites-le-vous bien, c'est un levier de développement. Et ce levier de développement entre également en droite ligne à la mise en place de la zone de libre-échange continentale, qui sera un rendez-vous de donner de recevoir entre les États africains. Il faudrait que le Cameroun également ait à donner. Et ce n'est pas une action isolée, parce que c'est le cas pour moi de souligner ici qu'au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous avons une commission chargée, n'est-ce pas, des affaires étrangères, une commission hyper dynamique. Donc ça a été un travail de recensement qui avait déjà été fait en amont. Et moi, je salue le chef de l'État d'avoir reçu copie et de pouvoir aujourd'hui demander de manière officielle à cette diaspora-là de revenir à l'attendu. Il y a une commission qui est créée ou qui va être créée. Voilà. Denis Emilien, oui, je pense que... Vous avez envie aussi de dire un mot. Oui, par rapport à la diaspora, le président fait bien de tendre les mains à la diaspora avec cette initiative. Sauf que on est tous conscients que la diaspora, en principe, devrait être un partenaire technique et financier au développement du Cameroun. Technique parce que bon nombre de ses compatriotes ont gagné en expérience, en expertise sur des domaines dont le Cameroun a besoin. Figurez-vous, et parfois on passe solliciter des cabinets étrangers à qui on paye des sommes faramineuses pour une expertise que des compatriotes camerounais en disposent. Donc, ils peuvent être un très bon partenaire technique pour notre développement. Partenaire financier aussi, parce que lorsqu'on regarde l'apport de la diaspora, les transferts et tout ce qu'ils font au niveau des familles, c'est 10 fois plus grand que l'aide publique au développement au Cameroun. Donc c'est important
que cette diaspora revienne. Mais pour qu'elle revienne, il faut qu'on tienne compte aussi de leurs besoins, de leurs attentes. La question de la double nationalité est aujourd'hui une question très importante qui préoccupe la diaspora. Beaucoup qui sont partis dans ces différents pays ne sont pas partis parce qu'ils n'aimaient pas le Cameroun. Ils sont allés se battre, se chercher, et les contraintes de vie dans ces différents pays les ont poussés parfois à acquérir d'autres nationalités pour s'adapter, pour être résident dans ces différents pays. Il serait important que le président de la République, en lançant cette initiative, qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut régler cette question de la nationalité multiple, parce qu'elle bloque beaucoup le Cameroun. Ils sont nombreux qui aimeraient revenir. Vous savez que vous pouvez avoir l'âge pour faire un investissement, mais lorsque vous n'avez pas la nationalité, certains sont obligés, pour avoir un titre foncier au Cameroun, de passer par les frais, pour faire un projet au Cameroun, de passer par des prêts, non. Et en fin de compte, ils finissent par être frappés, par être volés, par être abusés. Et ça tue vraiment le lien, ça tue l'élan. Donc, si le président de la République est sincère dans cette démarche, nous, au niveau du FDC, nous lui proposons d'adopter un nouveau code de la nationalité dans lequel on pourrait instituer la double nationalité au Cameroun. Voilà, un cadre incitatif visant à... favorable, un cadre incitatif favorable à ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir mettre, c'est-à-dire leur know-how au service de la nation. Tout à fait. Surtout qu'en 2019, il y a eu justement un autre discours du chef de l'État qui avait planché notamment sur ce problème, à savoir la création d'un ministère dédié à la diaspora. Il faut donc qu'il y ait une représentation du ministère, d'un ministère dédié à la diaspora au Parlement camerounais. Mais au préalable, il devrait avoir un ensemble d'éléments juridiques en rapport avec la réforme du Code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Bon, il y a également la création d'un conseil de la diaspora qui avait été annoncé également en 2019. Donc c'est pour montrer qu'il y a certes des mesures qui sont annoncées dès le départ, mais par la suite, ça ressemble à des effets d'annonce, mais qui ne sont pas suivis pragmatiquement de manière qui est quelque chose en termes d'opérationnalisation concrète sur le terrain. Donc on devrait commencer par là. Moi je pense qu'aujourd'hui, la diaspora a une contribution, même si les statistiques relevées tout à l'heure par Mme Djekoumé ne montrent pas véritablement qu'il y a quelque chose, qu'il y a un apport concret, parce que lorsqu'elle parle de 2%, bon, je ne sais pas de quel rapport est-il justement ce chiffre, parce qu'on peut même questionner ce chiffre. Il faut qu'on nous présente justement des statistiques de la représentativité de la diaspora, de manière qu'on peut voir le rapport en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Et c'est sur la base de cela que l'on peut évaluer justement leur contribution à l'économie nationale. Donc il y a cet aspect-là. Et il faut également que l'on cesse d'alimenter des discussions stéréotypées visant à créer une fracture entre ce que certains officiels gouvernementaux appellent généralement la diaspora positive d'une part et la diaspora négative d'autre part. Vous voyez, ça nous permet là de réfléchir, parce qu'on a eu des débats il y a quelques mois avec certains membres du gouvernement qui estimaient que l'État ne peut pas s'engager correctement, amplement à aider justement les compatriotes de la diaspora, parce qu'il y a une catégorie de la diaspora considérée comme une diaspora négative ou bien péjorative, qui travaille justement à œuvrer pour, entre guillemets, et ce sont les termes, la déstabilisation, la déconstruction, ou alors la destruction du pays, éternise l'image du pays. Donc lorsque vous avez déjà ces représentations négatives sur la diaspora, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des pesanteurs qui sont observés par rapport à l'implémentation de ce programme d'aide et d'insertion socio-professionnelle de la diaspora. Donc il faut que l'on sorte justement de ces circuits stéréotypés en termes péjoratifs pour montrer véritablement qu'il y a une cristallisation de la stigmatisation de ces compatriotes de la diaspora. Donc c'est le point de départ avant même que l'on aboutisse que l'on aboutisse à la réforme du Code de la nationalité, parce que ça doit se passer en l'occurrence au Parlement. Ce débat a eu droit de citer il y a quelques années avec les députés du RDP, notamment Maître Emmanuel Biam et d'autres députés. Nous avons couvert justement cette session parlementaire, mais on avait constaté qu'il y avait au sein même du parti au pouvoir une fracture entre des députés qui militaient en faveur de
qui militaient en faveur de poser le débat de la double nationalité sur le Parlement et d'autres qui étaient contre. Donc il faut déjà qu'il y ait une certaine symbiose entre les élus au sein du Parlement camerounais, de manière que ce débat justement puisse véritablement nous aider à reformer le code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Il faut également que ceux qui avaient été annoncés en 2019, notamment la création d'un ministère dédié à la diaspora au Parlement et le Haut Conseil de la diaspora puisse également être opérationnalisé sur le terrain. On ne va pas continuer à créer des initiatives comme effet d'annonce, mais sans qu'il y ait un suivi en termes d'opérationnalisation de ces actions sur le terrain. Voilà. Oui, Marcel. Oui, je vais dire à Serge Aimé Bikoy qu'il ne peut pas avoir des initiatives qui s'implantent sur le terrain à la faveur de la diaspora en marge du document de stratégie nationale du développement. Tout est fait, je vous ai dit, tout est fait dans le cadre programmatique et législatif. La première mesure à prendre si véritablement le chef de l'État voudrait être solidaire envers la diaspora, c'est de prendre une loi, par exemple, qui va mettre sur pied, qui va accepter la double nationalité. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on élabore une stratégie comme celle-ci, il faudrait qu'il y ait une rubrique dédiée à la diaspora, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on entend profiter de la diaspora camerounaise. Or, à l'exploitation de ce document, on n'y trouve pas grand-chose au sujet de la diaspora. Maintenant, et c'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui rédigent le discours du chef de l'État lui font dire des choses qui sont en total déphasage avec la réalité du terrain. Quand le chef de l'État parle de la diaspora, il appelle la diaspora. Est-ce que vous avez prévu quelque chose déjà dans la stratégie nationale de développement? Je ne crois pas. Donc pour moi, ça restera. Ça a été, ça restera. Et ce sera encore davantage des paroles qui ont un embelli sémantique qui vise simplement à flatter les oreilles de qui veut être flatté. Il ne peut rien avoir en marge du cadre programmatique. Ça, c'est clair. Voilà, le président a également parlé de l'image. L'image du pays. Il dit que ça dépend de ce que nous-mêmes nous donnons aux autres, c'est-à-dire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, et il ne faut pas penser. J'ai souvent le sentiment que les gens pensent que ceux qui critiquent sont ceux-là qui dépeignent l'image du Cameroun. Non, il ne s'agit pas de ça. Ceux qui critiquent contribuent justement, on dit du choc des idées jaillit la lumière. Ceux qui critiquent ne font pas partie de ceux qui ternissent l'image du Cameroun. Critiquer ne veut pas dire... Et puis, dans cette critique-là, il faut voir le côté démocratique, c'est la liberté d'expression. Les gens sont libres de critiquer. Nous ne pouvons pas être dans un alignement idéologique qui est propre au RDPC, par exemple. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est plus possible. Il faut savoir que on ne peut pas avoir un seul son de cloche. Avec le développement des mentalités, avec la prolifération des médias sociaux, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas, vous n'allez pas encadrer cela. Vous pouvez donner, par exemple, un code de conduite, mais vous n'allez pas empêcher les gens de dire ce qu'eux ils pensent. Et ceux-là ne détestent pas le Cameroun. Je voudrais dire que les gens, même dans ces... Pourquoi cette idée prospère dans l'esprit de certains, que ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils sont contre le pays? Non, justement, ce sont les militants du RDPC qui alimentent cette idée. Parce que pour eux, dès qu'on a critiqué le chef d'État, c'est qu'on le déteste, on déteste le Cameroun. Non. Quand des gens organisent des marches pour dire qu'il faudrait qu'il y ait la lumière sur la gestion du projet du complexe sportif de l'Embé, ceux-là ne détestent pas le Cameroun. Bien au contraire, ils aiment même le Cameroun pour revendiquer que la lumière soit faite. Et je dis que quand ils font dire au chef de l'État que, comme Serge Aimé Bikoy l'a indiqué tout à l'heure, que le spectre d'une diaspora positive et une diaspora négative, non. Ce sont eux qui mettent ça dans la tête des gens qu'il y a une diaspora positive et une diaspora négative. Parce que je ne vois pas tous ces gars qui font des marches en Europe, qui font des revendications, qui font des publications sur Facebook, etc., etc. Ce sont des gars qui aiment leur pays. Parfois, vous allez voir, ce sont des gars qui ont voulu implémenter un projet ici et qui ont été dessus. Souvenez-vous du dossier d'un bateau avec Pascal Pierre. Mais
Mais ce monsieur était hors de lui. Il était hors de lui. C'est à peine s'il ne grognait pas pour dire qu'il ne peut pas venir avec un projet important comme un bateau, venir donner gratuitement au Cameroun, et quelqu'un s'assoit, il lui dit que je gagne quoi derrière. Voilà le genre de choses qui courroucent la diaspora, et c'est justement ces gens-là étant courroucés, ils sont obligés de monter au créneau. Et le fait de dénoncer ce type de fonctionnement ordurier, les gens pensent que c'est une diaspora, on prend juste le côté de la critique pour dire que non, c'est une diaspora positive. La diaspora positive est celle-là même qui critique. Ce n'est pas celle qui fonctionne dans le bon vouloir des militants du RDPC et d'un gouvernement qui passe son temps à piétiner les projets qui viennent de l'extérieur. Ça fait sourire. Non, on va écouter d'abord Marcel. Ça me fait sourire, monsieur Ndji, lorsqu'il le dit n'est pas très loin de la réalité. On ne va pas dire que dans le gouvernement, l'administration publique, il n'y a que des saints. Il y a des brebis galeuses partout, et ce genre de discours, on en a entendu, mais à l'endroit de tout le monde, pas simplement de cette diaspora-là. Mais je voudrais aussi lui demander de tenir son document de stratégie de développement national comme une encre sûre, c'est vrai, mais ce n'est pas statique, c'est progressif. J'aimerais qu'il retourne dans le document cadre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une encre sûre. Alors je dois lui dire que c'est progressif. Qu'il aille voir le document de création, n'est-ce pas, de la décentralisation du Mindevel. Non, ça, il faut même pas parler non, si vous parlez du code des collectivités territoriales décentralisées, là alors c'est très grave. Comment justifiez-vous monsieur Ndji. C'est une loi. Vous ne savez même pas ce que je voudrais dire. C'est une loi. Marcel, et vous dites que moi j'ai entendu Marcel, on va écouter d'abord. On doit transférer certains. C'est pas de ça que c'est pas pour de ça que je voudrais parler. Donc, je voulais simplement vous dire que là-dedans il y a une commission des affaires étrangères dans les commissions de développement décentralisé. On a prévu ça en termes de partenariat avec l'extérieur, en termes d'inclusion, n'est-ce pas, de la diaspora camerounaise. Donc pour dire qu'ils ne sont pas oubliés. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que lorsque le chef d'État lance un appel et par la création d'un fonds spécial d'aide à ces jeunes, il sait de quoi il parle. Je ne suis pas au niveau du transfert des compétences. Denis Emilien, sur cette... Oui, moi je voudrais dire que sur l'étiquetage autour de la diaspora, il faut reconnaître quand même qu'il y a certains qui dérangent. Il y a une diaspora qui est très positive, qui ne se sent même pas, qui ne parle même pas, qui ne bavarde pas, et qui agit, qui fait des choses utiles pour le pays. Mais il y a certains vraiment aussi qui exagèrent. Vous ne pouvez pas aller déchirer le drapeau du pays, faire certaines choses, casser les ambassades. Déchirer le drapeau? Déchirer le drapeau du pays, casser les ambassades, et estimer que vous aimez le pays. Vraiment, il faut vraiment qu'on soit assez rigoureux. Mais toutefois, il ne faut pas jeter le bébé, l'eau du bébé avec le bébé. Et il y a que tout ça, c'est des Camerounais. Il y a certains qui ont fait des débordés, mais il en demeure que ce sont des Camerounais. Ils ont le droit de revenir chez eux. C'est pour ça que nous plaidons pour la réforme du code de la nationalité, pour que cette diaspora-là puisse avoir la possibilité de jouir de la double nationalité au Cameroun. Parce que le Cameroun perd beaucoup en bloquant la double nationalité. Ils sont nombreux qui ont des grands projets pour ce pays, qui ont des grosses idées, qui aimeraient mettre leur expertise, la contribution pour ce pays, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité parce qu'on estime qu'ils ne sont pas des Camerounais. Et pourtant, ils sont attachés, ils ont cette volonté-là. Donc, quand on veut bien que le pouvoir public ouvre la porte, il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il y a certains qui ont poussé le bouchon trop loin, qui sont allés très loin. Parce que c'est important de le dire, les ambassades, on ne va pas enterrer le président Paul Biya avec ça. Les ambassades font partie du patrimoine national, du patrimoine de l'État, du patrimoine de tous les Camerounais. Donc rien ne peut justifier. C'est inacceptable que les Camerounais aillent vandaliser l'ambassade, aillent casser l'ambassade, peu importe leur colère, peu importe leur justification. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Les gens sont libres de détester M. Paul Biya. Moi-même, je vous avoue, je ne l'aime pas du tout. Mais je sais distinguer entre le président Biya et l'institution.
Et il faut bien qu'on sache que les ambassades ne sont pas la propriété du président Paul Biya, c'est le patrimoine camerounais. Et ce qu'ils l'ont fait, c'est tout à fait normal qu'on dise qu'ils ne sont pas une diaspora positive. Ils sont une diaspora négative parce que, regardez même dans d'autres pays, est-ce que vous voyez la diaspora aller vandaliser les ambassades malgré ces différentes colères? Mais on peut aussi comprendre que ce sont des Camerounais, ce sont des jeunes qui peuvent faire des erreurs, mais il faut les ramener à la maison parce que tout est des choses qui sont pardonnables. Mais nous avons besoin, pour construire ce pays, de la contribution de tous. Et nous, au niveau du FDC, nous sommes catégoriques là-dessus. Il est important qu'on ouvre ce pays. Il est important que la nationalité multiple soit instituée pour permettre à tous qui ont le sang camerounais de revenir et de partir quand ils veulent, à condition de respecter les institutions et les lois de la République. Bon, voilà. Que dans le champ d'observation de la réalité sociale, vous n'aurez pas une société unanimiste ou une société carrément conformiste. Vous avez deux pôles, d'une part les conformistes et d'autre part les déviants. Et justement dans la catégorie des déviants, tout le monde peut exprimer son point de vue. Non pas casser l'ambassade. Attendez. Ça rentre là dans le jeu de la contestation sociale, dans le jeu de la protestation sociale. Vous n'aurez pas une société où des individus vont passer le temps à créer seulement une dynamique de conformisme. Vous aurez également des déviants, vous aurez des marginaux, vous aurez également de ceux qui vont opter pour la résistance ou bien la réactance. Et c'est dans ce sillage qu'il faut justement considérer tout un ensemble, parce que la société est un agrégat des individus qui sont aussi bien conformistes que déviants. Serge Mébicole. Marginaux qu'anomiques. Serge Mébicole. Dans une approche compréhensive de l'ensemble des formes de comportement que l'on peut observer dans la société. Mais il ne s'agit pas de les étiqueter négativement. Serge Mébicole, écoutons donc, il y a ce passage du discours du président qui fait le tour depuis hier. Restez sourds aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant des contempteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. De toute façon, le gouvernement ne supporte pas la critique, comme disait... Oui, vous savez, lorsque vous voyez la nomenclature des qualificatifs dont vous avez fait mention là tout à l'heure, ça montre véritablement, et vous le savez bien, c'est le chef de l'État. On a retrouvé le président, parce que chaque discours, il balance toujours une pique, là. On a retrouvé le président dans sa logique stigmatisante. Oui. Souvenez-vous des oiseaux de mauvais augure, des apprentis sorciers, des hommes sans foi ni loi. On est toujours dans le chaque discours, ça revient. L'étiquetage social, l'étiquetage négatif d'un ensemble de catégories politiques considérées comme des adversaires. Oui. En fait, le chef de l'État est resté permanent dans sa logique du discours stigmatisant à l'égard des adversaires politiques. Or, en réalité... Bref, on ne supporte pas la critique. On ne supporte pas la critique. En fait, ceux qui critiquent sont considérés comme des antipatriotes, sont considérés comme des déstabilisateurs, sont considérés comme des oiseaux de mauvais augure. Moi, je pense que ce sont des pratiques qui devraient être aujourd'hui considérées comme obsolètes. Parce qu'en réalité, on est dans un courant moderniste qui vise davantage à tenir compte d'un ensemble de catégories, de discours, aussi bien convergents que divergentes. Parce que l'ère de la pensée unique est révolue et n'existera même plus jamais. Il faut justement tenir compte de ceux-là qui peuvent avoir un point de vue divergent du vôtre. Parce qu'en réalité, il faut d'abord comprendre pourquoi ce sont des points de vue contestataires ou bien protestataires. Parce qu'en réalité, on est là dans un jeu qui permet davantage de chercher à savoir pourquoi aujourd'hui il y a une opposition de vote. Vous-même, lorsque vous décidez par exemple d'aller organiser une manifestation pacifique, regardez la façon dont les autorités administratives ne font que réprimer justement vos événements. Est-ce que lorsque vous voyez ce type de fonctionnement, vous pouvez avoir un discours dithyrambique à l'égard du régime en place par rapport justement à ce fonctionnement ou bien à la considération des manifestations des réunions publiques au Cameroun? Il faut distinguer les choses, M. Bikoy. Il faut distinguer les choses. La critique, l'opposition, c'est une chose. Le vandalisme est une autre chose. Rien ne peut justifier que parce que les gens sont en colère, ils vont détruire des ambassades. Je dis très bien, rien ne peut justifier cela. Rien ne peut justifier que parce que quelqu'un est en colère, il s'attaque aux emblèmes
de l'État, ce n'est pas justifiable. Donc il ne faut pas confondre la critique. Nous tous, sur le plateau, nous faisons la critique. La critique nous faisons, c'est pour interpeller, c'est pour éveiller les autres. Leur dire, mais non, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les améliorer. Mais nous faisons dans la critique positive. Nous n'allons pas faire la critique. Mais de là à se lever, si en face, parce que ils ont comme l'impression qu'ils sont sourds. Comme de le là président demande qu'ils soient sourds. De là à se aussi lever, même. parce que je suis en colère, aller brûler une sous-préfecture, aller brûler un ministère, ça c'est du vandalisme. Et c'est réprimable. Et ce n'est pas acceptable, ni sur le plan moral, et encore moins sur le plan politique. Et l'homme politique que moi je suis, je ne peux pas accepter ou bien cautionner le vandalisme. Nous faisons de la politique, mais elle se fait dans le cadre du respect des institutions. Aller casser l'ambassade parce qu'on est en colère, ça relève du voyoutisme, ça relève du vandalisme. Et je suis d'accord qu'on les étiquette cela comme étant des mauvais oiseaux au niveau de la diaspora. Je voulais dire... Vous avez parlé de brûler la sous-préfecture. Mais ça, c'était les militants du parti des Flammes. Et ceux-là sont considérés comme... Nous, au niveau du FDC, nous avons dit que c'était des terroristes et qu'il fallait les traiter comme des terroristes. Et leur appliquer la loi antiterroriste. Et ça a été fait? Parce que voyez-vous, c'est le RDPC qui est à l'origine de la loi antiterroriste. Donc, lorsque les militants du RDPC vont brûler un bâtiment public sous prétexte que les renouvellements de leurs organes de base ont mal tourné, il faut traiter cela comme des terroristes. Et il faut même, peut-être pourquoi pas, il fallait ouvrir une enquête sérieuse autour de ce parti, autour du RDPC. Est-ce que ça n'a été fait? Parce que ça montre donc que du moment où les militants n'est pas l'apanage d'une catégorie qui est du moment où les militants d'un parti politique, parce que ça existe public, il fallait que le MINAT aurait même pu peut-être avertir le RDPC ou même interdire ce parti politique. Parce que là, il y a des terroristes au sein de ce parti. Et sur ce point, nous sommes catégoriques, M. Bikoy. Il y a la critique qui est positive. Nous, au niveau du FC, nous critiquons tous les jours. Je crois que vous nous lisez. Et la critique, et je crois que dans le régime actuel, on a interdit à personne de critiquer. Nous critiquons et on n'est même pas menacé. Mais aller brûler l'ambassade, aller casser l'ambassade, brûler le drapeau. Parce qu'il parle des contempteurs incorrigibles. Vraiment, soyons sérieux. Si on veut, qui ont la prétention de tout savoir. Si nous aimons ce pays, il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner. Il y a la vérité aussi qu'il faut dire. Et cette vérité, c'est qu'on peut faire la politique de manière responsable. Okay. On peut faire des critiques sans aller casser. Parce qu'en cassant un bâtiment public, on va le reconstruire. En allant brûler la route, c'est une perte pour l'État. C'est une perte pour nous tous. Parce que tôt ou tard, il faudra encore réorienter des fonds publics pour arranger cette même infrastructure. Et c'est un problème. Okay. Donc il faut bien qu'on fasse la politique de manière responsable. Et c'est du devoir de nous, acteurs politiques, société civile, leaders d'opinion, de dire aux gens, vous pouvez faire des critiques, mais ne pas être des terroristes, ne pas être des vandales. Les sirènes de la déstabilisation, des antagonismes de toutes sortes. Non, moi je m'inscris en opposition contre ce type de langage. Oui. Mais c'est pas nouveau, hein? Oui, c'est pas nouveau. Et c'est ça justement. Comme on a parlé de répétition. Oui, c'est ça. Le président nous habitue à ça. Et c'est ça justement qui radicalise ce qu'on étiquette. Les casses des ambassades ou bien la destruction des édifices publics à cause peut-être d'un mécontentement suite à un fait n'est pas l'apanage du Cameroun. Je voudrais... Non, je n'ai pas justifié. Non, je n'ai pas justifié. Personne ne justifie. Nous sommes... Ce n'est pas justifiable. Je vous ai écouté tout à l'heure. Permettez à Marcel. Je voudrais vous dire que nous n'encourageons pas ça. Nous ne soutenons même pas ça. Ce que nous dénonçons, c'est la stigmatisation. Je voudrais vous rappeler qu'au lendemain de l'élection présidentielle aux États-Unis, des citoyens américains sont allés brûler le Congrès américain. Ils ont brûlé le Congrès américain. C'est un exemple à suivre. Non, permettez que je m'exprime. C'était un acte irresponsable. Vous voyez? C'est un acte terroriste. Oui, disons... Il faut dire le mot, c'est un acte terroriste. Disons même, acceptons même que c'est un acte terroriste. Mais le président Joe Biden n'a jamais étiqueté ceux qui ont fait ça. Il a dit que ce sont des actes condamnables et que la justice va sévir. Il n'a jamais étiqueté certains Américains comme étant des anti-américains, des anti-patriotes. Mais c'est vous qui parlez de ceux qui écrivent le discours du président. Donc, mais justement. Donc c'est eux qui mettent ça tout le temps dans le discours du président. C'est eux qui mettent ça parce qu'en réalité, eux, ils sont...
parce que quand vous lisez les textes, ne lisez pas seulement le texte, cherchez à comprendre l'esprit dans lequel celui qui a rédigé le texte l'a fait. Ceux qui ont rédigé ce texte-là sont dans la posture des gens qui veulent à tout prix unipolariser la gouvernance au Cameroun. Et donc, eux, ils sont dans l'angélisme, ils sont en train de magnifier les actes du chef de l'État et justement étiquetent tous ceux qui disent le contraire. C'est ça que nous dénonçons. Vous ne pouvez pas d'être en train de vouloir appeler les Camerounais à se rassembler autour d'un idéal commun et vous prenez certains Camerounais que vous dites que non, ceux-là sont des marginaux, vous les étiquetez comme des marginaux. Non. C'est ça que nous dénonçons. Nous n'avons pas dit que la case des ambassades était quelque chose de positif. Ceux qui pourchassaient M. Biya en Europe sont ils sont non, c'est parce qu'on n'est pas en train d'encourager cela. Nous dénonçons cette étiquetage, cette stigmatisation. C'est ça que nous dénonçons. Répétitive. C'est faux que ceux qui ont brûlé les ambassades sont des terroristes, des vandales. Non, Alors, pas de qui parle ici. Non, ramenez. Non. Est-ce que non, Denis, il ne faut pas nous distraire. Nous restons sur les propos du chef de l'État. Restons sur les propos du chef de l'État. Non, il ne faut pas nous distraire. Bon, est-ce que c'est... À chaque fois, il Non, ne nous distraire pas. Denis Emilien, je vous en prie. Il y a des gens qui tiennent des discours insurrectionnels, des actions qui tendent à déstabiliser le pays. Il faut placer les actions Est-ce que c'est faux? Non, il faut placer les actions de ces faux? gens. Moi, je me rappelle, nous étions en 2018, Oui. au sorti de l'élection présidentielle, Oui. après la proclamation des résultats. Je puis vous dire que ce qui avait été construit dans l'imagerie populaire pouvait amener à la révolte. Vous n'avez peut-être pas été au conseil, au contentieux post-électoral. Moi, j'y étais. Oui. Je vais vous dire que nous avons vu des choses qui ont amené des gens à se fâcher. Et sur le coup de la colère, quelqu'un peut poser un acte. Je voudrais vous rappeler que la case des ambassades s'est faite au moment où ces gens-là n'étaient pas lucides. Non. Et ce manque de lucidité-là peut amener quelqu'un à poser des actes comme il le fait. Maintenant, ce n'est donc pas l'occasion. Ce n'est pas l'occasion de les stigmatiser, d'indiquer que ceux-là sont considérés comme des antiques patriotes qu'il faut exclure. Je suis désolé. Non, c'est ça que nous reprochons à ceux qui disent... Mais le président de la République ne peut pas appeler tous les diasporiens et dire que bon, je vous appelle tous, mais ceux-là, je ne veux pas entendre parler parce qu'eux, ils sont... Non, il ne doit pas faire ça. Vous voulez justifier les cas des ambassades? Je ne justifie pas. Ce n'est pas le tema. Vous nous faites tourner. On reste sur le texte du président. Nous sommes sur le texte. On ne parle pas de... On reste sur le texte. Vous nous faites tourner en rond. Nous sommes sur le texte du chef de l'État. On ne parle pas de cas d'ambassade. Dans la nomenclature utilisée par le chef de l'État est stigmatisante et nous disons que ce n'est pas normal. Et par la critique systématique. Et à chaque fois, mais on doit même systématiquement critiquer tout ce qu'il dit. Alors, si on n'est pas critiqué, ça veut dire que... Vous êtes en train de faire. Qui vous a empêché de le faire présentement? Mais nous sommes en train de le faire. Voilà. Mais je suis en train de... Moi-même sur le plateau, j'ai critiqué. Oui, mais sauf que vous vous alignez sur l'idéologie de ceux qui disent qu'il y a une diaspora négative. C'est cette stigmatisation que nous ne voulons pas. Ceux qui cassent les ambassades sont quoi selon vous? Vous nous faites tourner en rond. Je vous ai dit que la casse des ambassades s'est faite à un moment particulier qui était celui de la manifestation d'un ras-le-bol suite à la proclamation des résultats qui étaient pour certains contestables. Je fais partie le MPCN était dans la coalition avec le condamner la case des ambassades. C'est ça l'attitude responsable d'un responsable politique. Qui vous dit que nous ne condamnons pas? Mais vous ne le condamnez pas. Mais je le condamne. Nous ne sommes pas. Le débat n'est pas sur la case des ambassades, mais le débat est sur les propos du chef de l'État. Ce sont les propos du chef de l'État que nous analysons ici. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de la case des ambassades. Nous l'avons fait à un moment. Le président n'a pas parlé de case des ambassades. Il n'a pas parlé de case des ambassades. Il dit rester sous aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant des contempteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. C'est ça le débat. C'est dans la logique de compréhension du chef de l'État, on se rend compte que c'est un discours qui reste demeure stigmatisant depuis des décennies. Ouais. Et on a relevé tout à l'heure quelques cas factuels à travers des expressions dont il fait usage régulièrement. Oiseaux de mauvais augure,
les apprentis sorciers, les sirènes du malheur, les sirènes de la déstabilisation, les hommes sans foi ni loi. Donc, on est là dans le champ sémantique de la stigmatisation négative des adversaires politiques. Et maintenant, ça nous permet aujourd'hui de comprendre pourquoi on peut catégoriser certains de négatifs et d'autres de positifs. Or, en réalité, si l'on veut opérer un mouvement de masse pour développer le pays, il faut cesser justement ces considérations négatives parce qu'en réalité, ça risque d'entretenir des appréhensions visant à obstruer, voire à inhiber même tout processus de développement. D'accord. Oui. En fait, Faisons du commun d'abord, Provence. La liberté de ton d'expression sur ce plateau démontre que la critique est acceptée. On ne doit pas, quel que soit ce qui nous oppose, vandaliser les édifices publics comme il disait tantôt. Mais restons constructifs. Restons constructifs. Monsieur Nji, Décidément. ce n'est pas ça le sujet. c'est mon temps de parole. Respectez-moi. Quand vous parlez, moi je ne vous interromps pas. Même lorsque je ne partage pas vos points de vue. Alors je disais, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous trouvez, gardez l'esprit républicain. C'est ce que nous demandons aux autres. Quand le chef de l'État a parlé, il n'a nommé particulièrement personne. Il a lancé un appel à la diaspora. Il n'a pas eu à faire une dichotomie en disant que c'était tantôt pour une diaspora responsable. Non, pas du tout. Quand on parle même des signes de la déstabilisation, pourquoi vous ne voyez que cela en termes du Cameroun? Nous avons plein d'États faillis autour de nous. Et ces failles sont parties de quoi? Justement de ce type de sirène-là. Donc quand il nous met sur nos gardes, c'est également pour conserver un Cameroun uni, un Cameroun où il fasse bien vivre, un Cameroun où la gouvernance devrait être respectée. Sur un plateau de télévision, il y a une militante de l'opposition, je ne vais pas nommer, qui m'a dit « C'est grâce à nous que la CAN a eu lieu ». Je lui ai dit « Mais madame, c'est une très bonne chose. Si c'est grâce à votre parti politique, ça veut dire que nous vivons à l'ère d'une démocratie avancée au Cameroun. » Je demande aux autres d'imiter ce parti-là. Lorsqu'il y a des revendications à faire, faites-le. N'ayez pas simplement une forme de critique destructrice, alors que vous aurez bien pu, par plusieurs cas, comme nous avons la presse privée, nous avons les chaînes de télévision comme cet après-midi, dire ce qui vous passe par la tête, envoyer un message au-delà du gouvernement. Il y a l'observatoire du RDPC qui nous écoute, l'observatoire de la communication qui nous écoute, et même les pays amis. Essayez de dégamer là maintenant. Tout de suite, nous serons rattrapés à la sortie. Pas simplement par nous, mais par des pays étrangers. Essayez de le faire. C'est pour vous dire que nous sommes écoutés. Nous pouvez envoyer votre message au lieu de vous livrer à n'importe quoi. Moi, je ne reviens pas sur les cas de l'ambassade, je n'ai rien à foutre de ça. Ça, c'est passé. Mais c'est vous dire que tout Camerounais devrait être républicain. Vous êtes libre de revendiquer, vous êtes libre de faire la critique, mais il faudrait que ce soit une critique constructive. Oui, Marcel. Serge Alain, je voudrais que ce soit clair. Oui. Le MPCN que je représente ici n'a pas applaudi la casse des ambassades. Nous avons été conviés ici pour analyser le discours du chef de l'État. Et nous avons constaté... Denis Emilien nous a ramené dans cette histoire. Il nous a ramené d'ambassade. Oui, vous savez, insister. Vous savez... Nous décryptons le discours du président, vous nous ramenez au cas des ambassades. Il nous ramène au cas des ambassades. Nous sommes là en train d'analyser le discours du chef de l'État. Et l'historicité de la nomenclature utilisée par le chef de l'État est stigmatisante. C'est ça que nous dénonçons. Le chef de l'État ne peut pas être en train de convier la diaspora camerounaise à des discussions, à un cadre de travail qui promeut le développement et stigmatiser encore une partie de cette diaspora-là. Non, il ne faut pas faire ça. Quand j'ai pris l'exemple avec la casse des édifices américains après l'élection présidentielle, je dis bien que le président Joe Biden n'a jamais dit que certains Américains sont des terroristes, comme pour utiliser votre terme. Il ne l'a jamais dit. Que la loi soit appliquée et de manière dure contre ceux qui ont cassé les ambassades. Mais ne venez pas ici nous dire que nous faisons la publicité du terrorisme. Non, il ne s'agit pas de ça. Le chef de l'État a l'art, à chaque discours adressé à la jeunesse, de stigmatiser une partie de la diaspora camerounaise, de stigmatiser une partie de l'opposition. Cela est inacceptable. Nous avons vu au Sénégal, à la victoire du Sénégal, à la dernière Coupe d'Afrique qui a eu lieu chez nous, le président Macky Sall, nous connaissons la critique violente, les diatribes contre lui. Il a appelé
l'opposition à célébrer cette grande victoire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement la victoire d'un parti politique, ce n'est pas la victoire du chef de l'État, mais c'est la victoire de tout un pays, c'est la victoire de toute une nation. Nous voulons que ceux qui rédigent les discours du chef de l'État, qu'ils prennent l'habitude de diminuer ces stigmatisations ou de les éradiquer totalement. C'est le discours-là que nous tenons ici. Ce n'est pas celui de la publicité des actions terroristes. Oui, je crois que c'est important de préciser le contexte. Oui. Celui qui a parlé de diaspora positive, négative ici, c'était Serge Bikoy. Tout à fait. Voilà. Et j'ai voulu juste préciser qu'au Cameroun, il y en a une diaspora positive, très positive, et il y en a aussi une diaspora négative. Cela étant dit, je voudrais aussi rappeler aux autres que la démocratie n'est pas possible sans les démocrates. Justement. Oui, le président de la République, moi je suis mal placé pour vouloir le défendre, pour vouloir justifier ce qu'il fait. Mais je crois qu'au-delà de tout, c'est aussi un citoyen qui a aussi le droit à la parole, le droit à une opinion. Ça, c'est aussi la démocratie. Et il est aussi libre de pouvoir. Il est aussi, mais bien sûr, autant il estime qu'il y a des gens, qui veulent déstabiliser le pays. Pour moi, c'est un point de vue. Ce point de vue mérite d'être respecté et mérite d'être critiqué. Autant vous avez donné vos points de vue sur le plateau, j'ai aussi eu à les critiquer, autant vous critiquez les miens. C'est ça aussi la démocratie. Donc, le président de la République peut dire des choses, respecter aussi son point de vue. Il faut le respecter. Et ici, il y a des faits. Il y a des faits, tous les États au monde font l'objet de déstabilisation chaque jour. Peut-être qu'on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire. Peut-être tous les États au monde font l'objet de menaces de déstabilisation, de vérité de déstabilisation. Tous les États au monde. Tous les États. Donc que alors, moi, je ne crois pas. L'opinion du chef de l'État n'est pas fédérateur. Écoutez, moi, je pense. Cette stigmatisation-là ne fédère pas. Moi, je pense, de mon point de vue, et il faut être clair là-dessus. Si aujourd'hui il faut construire, il y a des gens avec qui on ne peut pas construire. Il y a des gens avec qui... Non, mais écoutez, je suis en train de vous dire que s'il faut construire, il y a des gens avec qui on ne peut pas construire. Même lorsque pourquoi ne les appelez donc pas. Mais écoutez, il a appelé la diaspora. Alors, ceux qui se reconnaissent. Et nous, on estime que la meilleure manière d'appeler la diaspora, c'est d'ouvrir, c'est de permettre qu'il y ait la double nationalité. Nous l'avons dit. Et nous sommes un parti politique qui est très responsable, qui assume ce qu'il fait, qui critique de manière positive et fait la politique dans le cadre des institutions républicaines. Et nous, on reste dans ce cadre-là. Et comme je le disais, le président de la République, pas dire ça, comme vous faites la vous avez saisi le Conseil constitutionnel alors que vous n'avez pas qualité. Mais écoutez, nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Oui, mais vous n'avez pas qualité. Mais il faut donc vous interroger pourquoi on l'a saisi. Non, vous n'avez pas qualité. Écoutez, partons sur cette base, le cadre législatif. Est-ce que la loi au Cameroun vous autorise, vous président de parti politique, à saisir le Conseil constitutionnel? Ce qui m'impressionne sur vous, c'est que vous faites l'effort d'être de mauvaise foi. Mais ce n'est pas grave. Non, mais je vous prends au mot. C'est vous qui avez dit que vous faites la politique dans le cadre républicain. Je ne pense pas. Et vous avez saisi le Conseil constitutionnel alors que vous n'avez pas qualité. Vous avez été débouté. Je crois sincèrement que... Deuxième sortie de piste, ce n'est pas ça le débat. Que votre question... Ce n'est pas ça le débat. Non, restons. Mais en restant sur le débat... Sur le débat, je pense quand même que, comme je l'ai dit, tous les États au monde, on n'a pas besoin de le dire à la télévision, font l'objet de vérités de déstabilisation. Il y a toujours des gens qui travaillent dans l'homme pour déstabiliser. Et c'est de bon ton qu'un président de la République dise n'allez pas vers ceux qui veulent déstabiliser. Nous avons eu au Cameroun, par exemple, une menace extérieure, Boko Haram. Mais on a vu des jeunes se faire enrouler dans les groupes extrémistes dans ce pays. Vous parlez de menace extérieure. Mais Boko Haram n'est pas Boko Haram est différent de la crise anglophone. C'est une menace qui vient d'ailleurs. Or, le conflit, la crise anglophone, c'est un conflit interne. Alors, c'est normal qu'un président de la République dise, soit aux jeunes ou bien à la diaspora, n'allez pas vous associer avec ceux qui veulent détruire le Cameroun. Et on sait bien qu'il y a bon nombre même certains de la diaspora qui ont eu à regretter leur implication dans certains actes dans ce pays. Vous connaissez les noms. Et comme vous
Vous connaissez les noms. Donc, moi je trouve que c'est... Je trouve que... Non. Un appel à la diaspora. Je ne pense pas qu'il y avait une liste établie. On n'a même pas donné. Et oui, et puis des plateaux comme ça. Des plateaux, Voilà. des plateaux, des plateaux, On n'a pas donné. des plateaux, des fédéralistes. Voilà le problème. C'est derrière que l'on stigmatise négativement. Des émissions. Pas tous à la fois. Des émissions. On va permettre à Denis Des émissions Allez-y, aussi importantes comme Equinox ce soir doivent être des cadres pour permettre de passer aussi des bons messages. Vous comprenez? Il y a des gens, ça, vous êtes libre d'interpréter comme vous voulez. Moi, je parle en tant que Denis Satan, en tant que président d'un parti politique responsable. Et je le dis, étant à la télé, je dois appeler les Camerounais en tant que, en tant que quelqu'un qui aspire un jour à gouverner ce pays. Je suis conseiller municipal. Donc, c'est bien possible de dire aux gens, non, vous ne pouvez pas suivre cette voie, telle voie. Parce que ce pays, s'il est déstabilisé, c'est nous tous qui allons perdre. Nous tous. Parce qu'on sait quand la guerre commence, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Donc c'est important que parfois, on tienne des discours responsables. C'est qui les contenteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir? Moi, écoutez, moi je ne suis pas... Comme M. Ndi disait, il y a des gens qui rédigent, je ne sais pas s'il a des rapports avec eux, s'il échange généralement avec eux. Il doit avoir... Et c'est quel type de qualificatif il doit être bien introduit, dans, avec ses amis du palais pour savoir qui rédige, qui met tel mot à telle place. Et quand on voit ce genre de qualificatif, ça signifie quoi? Mais moi j'estime. Lorsque l'on veut justement moi être enclin à l'ouverture, moi j'estime, M. Bicot, moi j'estime que le président Paul Biya a donné un point de vue. Ce point de vue, il est critiquable, comme vous pouvez aussi critiquer le mien. Ok. Voilà, Florence. Oui, je voulais justement parler de... Il a parlé de quoi? De ces inqualifiables. Oui, des qualificatifs. Vous ne pouvez pas, après le grand dialogue national, tendre la main avec tout le plan de développement qui a eu lieu là-bas, avec la création, n'est-ce pas, de la réinsertion des jeunes, dans lequel j'ai même travaillé indépendamment du RDPC. Continuer toujours d'emprunter la desserte vandale. Nous sommes fatigués. C'est pourquoi il a souvent tendu la main. Mais il est aussi de son droit, en tant que chef de l'État du Cameroun, de gronder parfois ses enfants, de hausser le ton. Il a dit, mais arrêtez. Lorsque vous allez de cette... Écoutez, les qui sont la chair à canon, ce sont nos enfants qui sont dans les forêts. Ceux qui financent ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Chaque jour dans le Nord-Ouest, nous perdons des enfants. Quand ce ne sont pas les corps en uniforme, ce sont les populations civiles. Et c'est toujours le Cameroun qui perd. C'était normal qu'on considère qu'il y en a qui disent qu'il y a des récidivistes, des gens qui n'entendent aucun autre son de cloche que violence. Donc il était aussi temps qu'ils le disent. Je ne sais pas pourquoi SAB ne veut pas comprendre ça comme ça. Il estime que le chef d'État est invectif, mais parfois il faut aussi le temps. Quand pendant longtemps, on a été conciliant et qu'on réalise que... Les gens qui l'attendent... Serge, vous avez... Dans le discours... Non, Serge est dans une... il dit que ce n'est pas la première fois, en fait, que le président utilise des expressions comme celle-ci. Il ne le dirait plus. Il le dirait plus. Là, c'est un procédé d'insistance. Il ne le dirait plus si les choses changeaient. Moi, j'analyse la récurrence des termes, des qualificatifs, des propos et expressions considérés comme stigmatisants. Ce n'est pas la première fois. Lorsque vous voyez le champ sémantique, justement, du discours du chef de l'État, on est là dans la permanence. C'est pour cela que j'ai brodé dès le départ mon argumentaire sur des permanences et des ruptures dans le discours du chef de l'État. Donc, je ne le fais pas à tort et à travers. C'est pour comprendre que le chef de l'État est resté dans son logiciel. Ouais. Moi, je pense que lorsque l'on tient ce type de discours, ça ne nous permet pas d'analyser de manière approfondie l'ensemble des éléments qui rentrent dans le champ explicatif pour comprendre pourquoi il y a tel acte d'incivilité républicaine ou bien tel acte de contestation sociale. Parce que c'est le nœud du problème. Lorsque l'on prend par exemple le cas, des cas de contestation, vous allez vous rendre compte, il faut chercher à savoir quelle est la cause qui entraîne justement ce champ de contestation. Et c'est cette cause qu'il faut vitalement attaquer pour chercher à savoir comment on peut résoudre justement ce problème. Lorsque vous surfez sur la stigmatisation, bien sûr, l'étiquetage négatif, vous êtes là dans la logique de la condamnation, qui relève d'ailleurs du procédé judiciaire. Parce que ce sont les juges qui doivent justement dire la loi et condamner tel ou tel. Mais lorsque un homme politique entre dans ce jeu, sans même comprendre les mobiles ou bien les déterminants de tel phénomène,
ça pose un problème de fond. On a donc l'impression que on veut arc-bouter, on veut davantage se revêtir de la touche du père fouettard, mais sans comprendre pourquoi l'enfant a failli. C'est pour cela que je relevais à Dimini et Emilie Atanada tout à l'heure qu'il y a dans une société des conformités des déviants, même dans nos familles. Lorsque vous constatez que l'enfant est déviant, est-ce que vous allez passer le temps à le fouetter régulièrement, mais sans même comprendre pourquoi ce dernier reste et demeure dans la posture de déviant? Donc, nous sommes là dans l'analyse compréhensive d'un ensemble de facteurs. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle des catégories de la diaspora, on ne peut pas en même temps vouloir prôner l'esprit fédérateur ou bien rassembleur et en même temps créer dans le même discours des facteurs qui visent à créer une fracture avec ces derniers, en les considérant par exemple comme des individus qui entrent justement dans la catégorie négative et péjorative, parce que ce sont des individus qui sont taxés ainsi. Donc moi je pense que, et c'est un peu de changer le logiciel qui vise davantage à considérer les autres comme des adversaires qui doivent être boutés hors du champ de l'expression politique, alors qu'en réalité, à certains moments, lorsque l'on veut davantage opter pour le développement global, il faut considérer l'ensemble des enfants, fussent-ils conformistes ou déviants. Voilà, des anti-modèles. Oui. Écoute, je voudrais dire que je n'ai pas vu de fracture dans ce discours. Il a apporté, n'est-ce pas, des statistiques. Il a donné des bons conseils. Il était dans le prisme du développement avec l'ensemble des enfants du terroir. Et à ces enfants, c'est normal aussi qu'on les mette en garde en leur disant, écoutez, pour que nous réussissions tout ce que nous venons d'édicter, évitons ceci et cela pour que ça marche. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelque part, vous estimez qu'il y a une rupture dedans. Non. Aucunement. Non, il n'a pas besoin de vous connaître. Je voudrais dire, Serge Alain, que Denis Atanama prêtait un pouvoir ou une posture de proximité avec le parti au pouvoir ou bien... Je voudrais dire que ce n'est pas... Oui, ce n'est pas... Non, je voudrais dire que... Non, c'est connu de tous. Chaque chef de l'État a des spécialistes en sémiotique du politique qui l'aident dans la rédaction de son discours. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, je voudrais dire que apprenons un peu, que ces gens-là apprennent un peu à imiter ce qui a marché. En 2008, lorsque Barack Obama faisait sa campagne, il a évité... Vous aimez vraiment les États-Unis? Non, les États-Unis sont une référence. Je vais plaider pour les États-Unis sont une référence. Les États-Unis, ne serait-ce qu'au plan de la politique interne, les États-Unis sont une référence en matière de démocratie. Et c'est pour ça que je les cite en exemple. Donc, je voudrais dire que lorsque Barack Obama faisait sa campagne en 2008, dans tous ses discours, toutes ses proses, il n'a jamais prononcé les mots tels que noir, blanc, hispanique, latino, parce qu'en réalité, ce sont des termes qui ne sont pas de nature à fédérer, ils sont plutôt de nature à cliver la société, alors qu'en réalité, il avait besoin de fédérer les énergies. C'est ça que nous critiquons ici en disant que la terminologie linguistique utilisée par le chef d'État n'est pas de nature à fédérer la diaspora que lui-même appelle. Voilà. D'où la fracture donc. Cette stigmatisation par des propos marginalisants n'est pas du tout bonne dans le contexte camerounais. Merci. On est arrivé au terme. Voilà. Bon, oui, Denis. Oui, je veux dire, pourquoi la vérité dérange? La vérité ne va pas vous déranger. La vérité, c'est quoi? Et la vérité, c'est que dans ce pays, tout comme dans d'autres pays, il y a des gens qui cherchent à déstabiliser le Cameroun. C'est clair. Et il faut les stabiliser, c'est une vérité. C'est une vérité. Et il le dit, ça ne devrait pas vous déranger. Et je crois qu'en homme politique responsable, nous devons nous battre pour que ce pays ne soit pas déstabilisé. C'est ce que je peux dire. Et demander aux jeunes de s'inscrire sur la liste électorale pour les échéances 2025. Merci Denis Emilie Antamana. Merci Florence Dikoumé. Merci à vous également, Serge Bikoy. Merci Marcel Olivier Ndi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit, on se retrouve dès lundi à partir de 19h. Bonsoir à toute la grosse équipe de Yaoundé, conduite par le maître, le chef d'orchestre. Lui, c'est Emmanuel Diop. Je pense également à Rodrigue Ngassi, il est là devant moi. Il y a Joël Sengue. Aussi, Élisée Bogba, merci à vous, chers messieurs, de nous avoir accompagnés pendant ces 5 semaines à Yaoundé. Bonsoir.